3 jours de deuil national décrétés aujourd'hui en Côte d'Ivoire suite aux attentats de Grand Bassam, une décision du Conseil des ministres extraordinaire. 2 ministres aujourd'hui au chevet des victimes des attentats de Grand Bassam. Raymond Goudou Kofi et Marietou Koné ont visité les blessés hospitalisés. En fait, comment maintenir la Côte d'Ivoire au rang de premier producteur mondial de noix de cajou? Les acteurs du secteur ont planché sur cette question. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre RTI 2. La Côte d'Ivoire toujours sous le choc 24 heures après les attentats de Grand Bassam. Le président de la République, Alassane Ouattara, a réuni aujourd'hui un conseil des ministres extraordinaires. Il s'agissait de renforcer la sécurité dans les écoles, les ambassades et aux frontières. Des dispositions ont également été prises, notamment l'assistance des blessés et de leurs familles. Un deuil national de 3 jours a également été décrété à compter d'aujourd'hui. Et le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui s'était précipitamment rendu hier sur les lieux des attentats, va s'adresser ce soir à ses compatriotes. Alassane Ouattara va réitérer sa compassion pour les victimes et leurs familles. Rappelons que le bilan des attaques de Grand Bassam a été revu à la hausse, 18 morts et 33 blessés. Les blessés, justement, ont été rapidement évacués hier dans les centres hospitaliers de Grand Bassam. Et ils ont reçu aujourd'hui la visite de la ministre de la Santé et de son homologue de la Solidarité. Raymond Goudou Kofi et Marietou Koné sont allés leur apporter le réconfort et le soutien du gouvernement ivoirien. On fait le point avec Gabriel Zani. Une journée marathon loin d'être terminée pour le gouvernement ce dimanche 13 mars. Après une réunion de crise au ministère de l'Intérieur, les ministres de la Santé et de la Solidarité viennent s'enquérir de l'état des victimes au centre hospitalier universitaire de Treichville où ont été évacués des blessés des attaques de Grand Bassam. It's okay. Are you feel right? Okay. Fracture du fémur, le fémur gauche est une fracture ouverte. Donc je pense qu'avec la diligence du DG, tout le matériel a été réuni. D'ici quelques heures, d'ici quelques minutes, je dirais, va monter au bloc pour la prise en charge. D'un témoignage à un autre, tous les survivants ont cru entendre des pétards. On était au bord de la mer. On va s'échanger maintenant. On a entendu des coups de feu. Chez nous, c'était des pétards. Donc on s'est assis là. Et puis après, maintenant, on nous a dit on va se coucher. Ah, mais ceux qui vous ont dit de vous coucher, c'est qui? Non, les gens derrière là. C'est eux qui fuyaient pour venir. On va se coucher. Ah, d'accord. Ils sont armés. Ah, d'accord. Donc on est resté couché là. Et puis on a vu 2 hommes descendus. En descendant, ils ont commencé à tirer. Mais ils sont comment? Ils étaient habillés? Ils étaient couverts, la tête et le visage découvert? Le visage découvert. Ils étaient quoi? Noir, clair? Non? Oui, c'était de noir. Mais avec le teint un peu bronzé. Du CHU de Treichville à celui de Cocody, les membres du gouvernement veulent partager les peines des blessés. Afin de rassurer les populations, les ministres font le point de la prise en charge des blessés. Là, nous sommes aux urgences du CHU de Cocody. Nous avons, vous avez pu constater, des patients qui ont été déjà opérés, d'autres qui sont en cours d'intervention actuellement. Et pour le moment, le bilan, on n'a pas eu de décès ici. Donc les choses se sont passées correctement. Dans la liste des 4 premiers qui ont été donc transférés au CHU de Treichville, on a malheureusement une patiente qui, quelques minutes plus tard, est décédée. Mais en dehors de ça, on a pu récupérer tous les autres. Et il y a 2 qui étaient en salle d'intervention, qui sont sortis du bloc. Et 2 autres sont en train d'entrer au bloc au CHU de Treichville. Déjà, nous avons une petite cellule de crise au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Les familles qui ont besoin d'informations peuvent nous appeler pour se rassurer. La solidarité du gouvernement ne cessera de s'exprimer pendant ces périodes de tristesse et de douleur. 2 heures plus tôt avant cette visite, c'est le chef de l'État lui-même qui présentait ses condoléances aux parents des personnes décédées sous les balles des terroristes. Un Grand Bassam toujours en émoi 24 heures après les attaques terroristes qui ont fait 18 morts et 33 blessés. Hier, la ville était déserte, mais aujourd'hui, elle reprend vie progressivement. Certains commerces ont même ouvert leurs portes.
Bassam ou la force, Bassam ou la résistance. Moins de 24 heures après les attentats qui l'ont frappé, la ville retrouve son animation habituelle. Les populations vaquant à leurs activités. C'était hier qu'on avait fait une pause, mais ce matin, c'était un peu, on a repris vers les 6 heures du matin. Mais jusqu'à l'heure là, ça va. Les cars font toujours leur rotation habituelle, 30 minutes, comme d'habitude, ça va. Le matin, on avait peur d'ouvrir, donc on attendait un peu pour voir la situation. Comme ça va, tout le monde est en activité, donc on a ouvert le magasin. Il faut dire que les Bassamois, vraiment, ils sont vraiment beaucoup forts. Aujourd'hui, ce matin, déjà, tout le monde va à leurs occupations. Le marché est ouvert, les écoles sont ouvertes. Bon, vraiment, tout marche bien à Bassam. Il faut dire que Bassam, ici, nous sommes forts. Grand Bassam reste donc fort et mobilisé. Ici, pas de place pour la peur. Des précisions de Hamza Diaby, voilà donc qui met fin à l'actualité sur les attentats de Grand Bassam. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions. Un tout autre sujet à présent. La Côte d'Ivoire veut se maintenir au rang de premier producteur mondial de noix de cajou. Et pour atteindre cet objectif, les producteurs, acheteurs, transformateurs et exportateurs se sont réunis récemment dans la commune de Cocody. Objectif, soumettre quelques doléances au gouvernement ivoirien en vue de promouvoir le secteur. Mamadou Kouassi. Avec une production annuelle de 700 000 tonnes, la Côte d'Ivoire est désormais le premier producteur mondial de la noix de cajou. Sur rang, les producteurs, les acheteurs, les transformateurs et les exportateurs veulent accompagner l'État à le maintenir. Et pour le faire, des défis restent à relever, notamment la qualité des produits, le respect du prix marchand, la lutte contre la fuite des produits dans les pays limitrophes et la création d'interprofessions. Si nous mettons l'interprofession en place, l'organisation sera parfaite dans la filière. Et par la suite, les fuites de produits qui se font dans les frontières terrestres ne pourront plus avoir lieu parce que nous allons prendre toutes les précautions avec nos membres dans les régions. Il y a des sociétés coopératives qui sont exportatrices de noix de cajou. Nous n'avons pas laissé le terrain, mais nous n'avons pas de financement. Et la noix de cajou aujourd'hui ne peut pas se faire sans financement. Au cours de cette rencontre, les acteurs regroupés par la corporation ont pris l'engagement d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire à traduire en actes les réformes déjà entamées. Mais ces acteurs de la filière Anarcade souhaitent le respect de certaines dispositions. Les acteurs de la filière Anarcade recommandent la fermeture des frontières terrestres à toute exportation de la noix de cajou, le renforcement du système de traçabilité et de suivi des stocks, le respect des dispositions de la commercialisation interne, le renforcement des différents contrôles au bord-champ dans les magasins intérieurs et portuaires, la mise en place de l'interprofession. Avec les dispositions mises en place par l'État, les producteurs comptent faire mieux pour accroître la production. Mais il faut selon eux lutter contre la concurrence déloyale entre acheteurs et la mise en place d'un cadre formel et permanent des acteurs de la filière. Le ministère des Eaux et Forêts et l'Union internationale de la conservation de la nature engagés à restaurer le couvert forestier ivoirien. Ces deux structures ont donc participé récemment à un atelier dans le district d'Abidjan. Les forêts ivoiriennes, faut-il le préciser, sont passées de 16 millions d'hectares dans les années 60 à environ 2,5 millions actuellement. Les forêts ivoiriennes ont presque perdu leur fonction essentielle en matière d'écologie et de production forestière. De 16 millions d'hectares de forêt en 1960, il ne reste plus qu'environ 3 millions d'hectares aujourd'hui. Plusieurs facteurs justifient cette situation selon le ministère des Eaux et Forêts. La Côte d'Ivoire attire des ressources très importantes à partir de certaines cultures d'exportation. Vous avez des personnes qui sont à l'intérieur, qui ont mis en œuvre des plantations, des cultures, et qui se font donc au détriment des superficies forestières. Quelle stratégie efficace pour la restauration du couvert forestier ivoirien? L'Union internationale de la conservation et de la nature, UICN, en collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts, planche sur la question. Les spécialistes de l'industrie du bois réfléchissent sur le sujet en vue de trouver les voies et moyens pour une gestion durable du patrimoine forestier ivoirien.
Il y a certaines zones où on va planter directement les arbres à partir des pépinières. Il y a certaines zones où les paysans habitent, où on va intégrer les arbres dans les vieilles cacaoyères, par exemple. Ça fait partie de la restauration. Il y a des endroits comme des bassins versants où on va encourager la protection et la régénération naturelle. Donc par rapport aux besoins, par rapport à l'utilisation des terres, la restauration sera maintenant développée. C'est aussi amené progressivement donc, pour certaines personnes qui occupent ces pans importants de notre patrimoine forestier à comprendre que s'il n'y a plus demain de forêt, il n'y aura plus d'agriculture. Donc il faut pouvoir concilier à la fois développement agricole et développement forestier. La Côte d'Ivoire compte deux principaux domaines forestiers, à savoir le domaine forestier permanent de l'État qui sont les forêts classées, les parcs et réserves, et le domaine rural qui constitue 70% du territoire dont les cultures de rente ont fortement contribué à la dégradation. Un problème que les autorités tentent de résoudre depuis des années. Des explications de Nou Sangaré et Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire bientôt représentée au Global Management Challenge, la 5e édition de cette compétition internationale de stratégie et de gestion va se dérouler en avril prochain en Chine. 8 équipes constituées de 3 joueurs par équipe étaient en compétition à la finale de la 5e édition du Global Management Challenge. Des participants évalués sur la gestion d'une entreprise virtuelle et un objectif assigné, terminé avec le meilleur retour sur investissement. Le vainqueur pour cette édition, Leaders App. Au bout de 2 mois de dur labeur, le fait de concilier travail en même temps, participation à ce jeu a été vraiment très éprouvant. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui champions de Côte d'Ivoire. Nos défis, c'est de représenter dignement la Côte d'Ivoire. On aimerait faire mieux que l'équipe qui était arrivée précédemment, 5e à la finale internationale. Mamadou Touré, conseiller technique de la jeunesse et des sports à la présidence de la République, a réaffirmé le soutien du gouvernement. Déjà, il y a quelques années, nous avions reçu au nom de la présidence de la République, au nom du secrétaire général de la présidence, certains jeunes qui avaient déjà pu hisser haut le drapeau ivoirien, faire en sorte que ces jeunes entrepreneurs ivoiriens soient parmi les meilleurs dans le monde. Et l'État sera là pour les accompagner. Pour l'administrateur de l'agence Emploi Jeunes, cette initiative vise la promotion de l'excellence. Le niveau était très élevé. On a eu affaire à des candidats de potentiel très appréciables. Nous serons donc avec le champion. Nous irons ensemble en Chine pour porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. La finale internationale du Global Management Challenge se tiendra en avril 2016 à Macao en Chine. 40 000 participants venus de plus de 30 pays sont attendus. Un reportage de Ange Martial Eouradé et Franck Kouadio. Enfin, au chapitre religion, sachez que les femmes de l'église baptiste libre de Côte d'Ivoire se sont réunies récemment au centre Sainte-Thérèse de Bingerville. C'était lors d'un camp national. Elles ont offert des dons à la maternité de Bingerville et à l'orphelinat de Grand-Bassam. Plus de 500 femmes de l'église baptiste libre venues de partout en Côte d'Ivoire au centre Sainte-Thérèse de Bingerville pour le camp national qui a lieu chaque 2 ans. À ce rassemblement, plusieurs thèmes débattus dont le défi des femmes baptistes libres face à l'évolution du monde. Thème donné par Elisabeth Hodge, présidente des femmes baptistes des États-Unis. My challenge to the women. Le premier défi qu'elle leur a lancé, c'est de chercher le Seigneur de tout cœur. Et deuxièmement, de servir nos maris, nos enfants dans le foyer. À cela, il faut ajouter l'objectif principal de ce camp, la construction des centres d'accueil des femmes baptistes libres. L'année passée, ils ont donné des finances pour le centre féminin à Bondoukou. Nous sommes là pour donner une formation aux femmes, non seulement pour leur attirer leur attention sur le monde qui a changé, qu'elles prennent conscience et qu'il y a un défi qu'elles ont à relever. Au cours de ce camp de 5 jours, ces femmes ont offert plusieurs dons à la maternité de Bingerville et aux orphelins de Grand-Bassam. Un acte qui, selon elle, en appellera d'autres. Nous retrouvions Franck Kouadio.
Au Bénin, des alliances se forment pour le second tour de la présidentielle. L'homme d'affaires béninois Patrice Talon, arrivé deuxième au premier tour, a annoncé faire un pacte avec Sébastien Javon, le troisième, pour affronter le Premier ministre sortant Lionel Zinsou le 20 mars prochain. Enfin, le Malawi en guerre contre le braconnage. Les autorités malawites ont brûlé aujourd'hui 2,6 tonnes d'ivoire d'éléphant saisis en provenance de la Tanzanie voisine. Cette mesure intervient après un long différend transfrontalier sur la conservation de ces défenses de pachyderme qui auraient pu servir de preuve contre les braconniers. Juste après votre édition, l'émission Entre les lignes consacrée à l'œuvre intitulée « Il était une fois Johnny Lafleur » de Éric Cossa. Merci de rester sur RTI2.